Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 20h d'actualité de Bénin TV. Tout de suite, sa vitrine. Au cœur des décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres, l'instauration de pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie, la création de la Société de développement forestier SODEF-SA, l'intégralité des actes pris aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est avec le porte-parole du gouvernement. De belles rencontres en perspective pour les prochains Jeux universitaires du Bénin. Un mois du coup d'envoi, le tirage au sort affiche les meilleures formations universitaires du pays. On verra l'affiche. Et puis en Côte d'Ivoire, la réélection du président Alassane Ouattara est confirmée pour un 4e mandat. Aux États-Unis, le démocrate Zoran Mamdani est élu maire de New York. Il est de confession musulmane. De son côté, l'Union européenne arrache un compromis pour la réduction du gaz à effet de serre d'ici 2035. Bienvenue à ce journal et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, on commence par les décisions clés prises aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement a adopté, entre autres décisions, l'instauration de pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie, la création, comme je l'indiquais en titre, de la Société de développement forestier SODEF-SA. On va voir toutes les décisions prises aujourd'hui avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbédié. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 novembre 2025 et a pris les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. Les textes de loi qui réglementent le secteur forestier dans notre pays sont épars et traitent séparément des domaines spécifiques relatifs à la flore, la faune, au commerce international des espèces de faune et de flore, au pâturage et parcours naturels. À cet égard, la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin, qui est la référence, mérite une actualisation au regard des évolutions enregistrées au fil des années. Aussi s'est-il avéré pertinent de regrouper l'ensemble des textes de loi en un seul code qui couvre tous les champs de la gouvernance du secteur forestier pour une mise en cohérence globale. En point 2, institutionnalisation des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Dans la logique de sa politique de promotion industrielle, le gouvernement a, en application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023, fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin, mis en place un cadre physique de développement des industries qui y ont accès. Quelques années seulement après, il est encourageant de noter que la zone économique spéciale de Glodjibé connaît un essor remarquable, une dynamique que viendront conforter celle de Semekoji et de Kétou. En vue de consolider les retombées de cette politique, il devient indispensable de mettre en place, par région, un modèle de cadre physique de développement des entreprises agréées au Code des investissements et intervenant dans les domaines dédiés à l'agro-industrie et à l'industrie légère, mais qui, en raison de leur taille et ou de leurs activités, ne peuvent accéder aux zones économiques spéciales. C'est ce qui motive la création des pôles économiques régionaux sous la responsabilité d'autorités d'administration et de régulation. Celles-ci auront des missions spécifiques, incluant notamment la réalisation d'études de faisabilité, la sélection des sites et le zonage des tracés. Le présent décret en précise les modalités d'implémentation et l'effet escompté est le développement équilibré du territoire. En point 3, création de la Société de développement forestier SODEF-SA et approbation de ses statuts. Dans la poursuite de la restructuration de la filière bois, pour promouvoir davantage la production de bois et énergie, cette société s'attellera à contribuer au développement d'une économie locale avec l'inclusion des populations riveraines. Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux, tels que la séquestration de carbone, l'atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols. De même, seront prises en considération
les enjeux économiques à travers la production de bois d'œuvre, la transformation du bois avec la création d'emplois qui s'ensuit, la gestion et l'exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ces interventions impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l'État, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l'exploitation des produits qui en sont issus, en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. À terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant aux besoins d'aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF-SA reprendra les attributions de la Société nationale du bois. Le ministre chargé du développement durable prendra, en lien avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Approbation des statuts modifiés de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E SA. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation d'études dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du Bénin. Ces études participent de la mise en valeur du potentiel hydroagricole dont recèle le pays en vue de développer la pratique de l'irrigation par la maîtrise totale de l'eau. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience de notre agriculture et d'accroître sa compétitivité. À cet effet, il est prévu la construction de 60 retenues d'eau à vocation agropastorale et la réhabilitation de 20 autres réparties dans plusieurs départements et communes. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un groupement de bureaux spécialisés aux fins de conduire ces missions. En point 2, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction du siège des institutions de régulation à Cotonou. Il s'agit d'un complexe immobilier de type R+8 avec un sous-sol à usage de parking implanté sur une superficie de 9 821 m² qui permettra d'offrir aussi bien un cadre de travail confortable au personnel des dites institutions que des facilités d'accès aux usagers. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation de notre pays à la 54e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 17 au 21 novembre 2025 à Lomé au Togo, puis l'organisation au Bénin d'une conférence sur le logement en Afrique francophone du 5 au 7 février 2026. Je vous remercie. Et puis au cœur de l'actualité aussi depuis hier soir, cet entretien télévisuel accordé par le chef de l'État à Bénin TV, Patrice Talon, s'est prononcé sur les accusations du chef de l'opposition, le tenant pour responsable des tribulations de son parti LD. Pour faire pièce et apporter des éclairages, le chef de la majorité a révélé ses multiples tentatives de sortie de crise proposées à l'opposition LD et exposé son inclination pour la pacification des rapports politiques et d'un pays qui vive en paix et bien gouverné. On l'écoute. Les partis politiques qui disent, après les élections législatives, après les élections communales, après les élections de Malaisie, nous sommes capables de travailler ensemble, ils ont un bonus. Et le bonus, c'est que pour les législatives, les 20% qui sont exigés par circonscription électorale, on vous permet de les sommer ensemble. Même si vous n'avez que 10% dans une circonscription, dès lors que vous dites, je suis prêt à travailler, à discuter au Parlement avec un autre groupe qui a 12%, eh bien, vous bénéficiez de ces 12%. C'est une technique pour amener les gens à commencer à se parler. C'est tout. Oui. Et bien, ce code-là, on l'attaque. Tout le monde est en train de signer des accords de gouvernance et parlementaire. Mais les démocrates ont refusé. Le président Yaïboni a refusé que les démocrates signent un quelconque accord avec qui que ce soit, y compris la FCBE. FCBE est une partie d'opposition, même modérée,
c'est un parti d'opposition. Si les démocrates avaient signé avec l'FCBE un accord de gouvernance et d'accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé, malgré la défection d'un de leurs. Oui. Parce que l'FCBE dispose, je crois, de 6 ou 7 combien de parrainages. Les parrainages de l'FCBE auraient permis aux démocrates d'être présents aux élections. Oui. Donc ils ont choisi de marcher sur la corde raide, sur le fil du rasoir. Ils se sentent si forts, c'est très bien. Mais en ce moment, quand on a choisi de marcher sur un fil et qu'on tombe, il ne faut pas chercher les boucs émissaires ailleurs. Okay. Je suis malheureux de le dire et de le répéter. Je suis malheureux que les démocrates n'aient pas les élections présidentielles. Ils avaient la possibilité de le faire. Ils pouvaient signer un accord avec l'FCBE. Et moi, j'ai demandé même à l'UP et au BR de rester disposés à signer avec les démocrates un partenariat ou un accord de gouvernance. Si je l'ai dit publiquement, devant le peuple, avec les jeunes, c'est parce que c'est ma consigne. Et je l'ai dit pour que les cadres des deux partis UPBR entendent publiquement que le président de la République, qui est aujourd'hui le chef de la majorité, souhaite que UPBR puisse signer avec n'importe quel autre parti, y compris les démocrates. Je l'ai dit publiquement. Qu'est-ce qui, honnêtement, pourquoi Yabou ne peut pas accepter de signer un accord avec ceux-ci et dire que si vous gagnez ou si je gagne, nous pouvons travailler ensemble. Mais cette déclaration ne veut pas dire qu'ils ont l'obligation demain de nommer des ministres de parti. Non, c'est juste l'intention. À la limite, même ils peuvent ne pas le respecter plus tard. Mais ce serait bien que le peuple entende, qu'eux-mêmes se disent, travailler ensemble n'est pas un problème quand on est dans le même pays. C'est tout ce que voulait le Code. Et cela leur aurait permis, cette déclaration d'intention leur aurait permis aujourd'hui d'être candidat au présidentiel. Si vous permettez, allez-y, monsieur le Président. L'élection législative arrive bientôt. Ouais. Le Code dit qu'à défaut d'accord de gouvernance, à défaut d'accord parlementaire, ouais, chaque liste, chaque parti devra réaliser 20% de suffrages, obtenir 20% de suffrages dans chacune des 24 circonscriptions législatives. Aujourd'hui, aucun parti n'est en mesure de le faire. Peut-être que demain, ils le feront. Ni UP, ni BR, ni FCBE, ni MOEL, ni RN, même les démocrates, en tout cas, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'ils y parviendront. Nous voulons y arriver là. Nous voulons y arriver. Que demain, nos partis soient d'envergure. Comme on l'a entendu, le chef de l'État a mis un point d'honneur au cours de son oral télévisuel, mis un point d'honneur pour indiquer que le parti Les Démocrates a boudé donc des accords politiques susceptibles de l'aider à aborder les élections générales. Le président de la République en a exprimé des regrets. On écoute Patrice Talon. Je l'ai dit une fois, on ne peut pas construire le pays quand on a l'impression qu'il y a une partie du pays contre une autre. Je suis à la fin de mon mandat. Et ce serait regrettable que je ne fasse rien pour que les choses changent. Ce n'est pas quelque chose qui m'a enchanté. C'est quelque chose dont j'ai souffert tout le temps. Et le moment est arrivé pour moi d'œuvrer à ce que, pour la suite, les choses ne se passent plus ainsi. Et je vais l'illustrer par un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Le vote du budget de l'État 2025. Quand le gouvernement a travaillé sur le projet de budget, le ministre des Finances est allé au Parlement rencontrer les divers groupes parlementaires, les diverses commissions, pour échanger sur l'articulation du budget et ses détails. Les démocrates, pour une fois, ont participé au débat et ont fait des observations pertinentes et ont suggéré des modifications et des amendements au projet de budget. Le ministre des Finances s'est employé à prendre en compte la quasi-totalité des observations et des recommandations des démocrates. C'était une belle occasion pour montrer que le pays est indivisible. Et je profite pour l'en féliciter à nouveau.
Mais toutes les gymnastiques possibles ont été faites pour que toutes les ovations soient prises en compte et toutes les recommandations des démocrates soient intégrées au projet de budget. Le ministre est revenu au gouvernement, présenter la nouvelle mouture. Le gouvernement l'a approuvé entièrement dans son intégralité et a souhaité que le budget soit voté en l'état avec les nouvelles dispositions. Au vote, les démocrates ont fait exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, exactement le contraire de ce qu'ils ont souhaité. Quelques jours avant, ils ont voté contre le budget. Comment ça peut se comprendre? Et nous avons appris dans les coulisses que le compte rendu qui a été fait au président Yahya Boni pour solliciter son accord avant de voter le budget, que ce accord n'a pas été obtenu et que le président leur a interdit de voter le budget, bien que celui-ci ait pris en compte la quasi-totalité de leurs observations et recommandations. Ce n'est pas acceptable. Et vous voulez que, passant la main, je ne sais pas à qui, que je ne recommande pas que le pays continue ainsi. On a l'impression que la compétition politique s'exerce dans une adversité éternelle. On va voir ce que pensent les citoyens de cette sortie médiatique du chef de l'État. Certains parmi vous ont bien voulu se prêter à nos questions. On les écoute au micro de Rachida Toubiamaman et Marino Gankou. Cette sortie a son sens dans la mesure où ça nous éclaire. Nous avons compris. Parce qu'il y a de mélange. Il y a des gens disent de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tous les Béninois ont compris que c'est l'opposition qui s'est exclue elle-même. Parce que l'opposition n'est pas en règle vis-à-vis des tests de la République. Le président Yahya Boni n'a jamais digéré le fait qu'il a perdu le pouvoir en 2016. Et c'est ça le président Talon nous a essayé de nous dire hier. Et comme ça, le peuple béninois maintenant est situé. Nous avons compris qui est derrière tout ce qui se passait. Et désormais, nous allons dire à travers vos micros et vos caméras au président Dr Yahya Boni, l'ex-président du Bénin, que le Bénin est un et indivisible. Si Yahya n'est pas d'accord, c'est pour certaines choses. Il y a toujours une vision que le président Talon veut toujours réviser la Constitution. Et comme tout Béninois, le président Patrice Talon avait dit que la Constitution du Béninois est comme une Bible pour lui, elle est trop chère. Et il a déjà même pensé à ne plus revenir sur la Constitution, toucher la Constitution. Donc ceci est toujours dans le cœur de tous les Béninois. Pourquoi à la veille de son départ, il veut toujours toucher? Je dis non. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous voulons la paix dans le pays. Nous souhaitons qu'il finisse bon, sain et sauve son mandat. Je pense qu'il fallait taire nos divergences, qu'il fallait faire profil bas pour essayer les accords. Parce que dans ce pays, en 2011, je me souviens qu'en 2011, la RB, le PRD, le PSD et d'autres partis qui jadis ne pouvaient pas se mettre ensemble pour porter un idéal commun, l'ont fait. Et donc le président Soglo, le président Amoussou, le président Roumbédi et d'autres présidents et d'autres responsables de partis politiques dans ce pays s'étaient mis ensemble pour porter le président Adrien Roumbédi à la présidentielle de 2011. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pour hier, ce qui retient beaucoup mon attention, c'est que c'est basé sur la loi. Il n'y a pas un pays sans la loi. Il n'y a pas une gouvernance sans la loi. Le fait d'accorder cette interview à la chaîne nationale, moi, sincèrement, ça m'enchante trop. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'enchante trop. Il fallait le faire. Parce que depuis longtemps, ce n'est que les chaînes étrangères qui viennent nous dire ce qui se passe chez nous. Cette fois-ci, je pense qu'il a corrigé. Sincèrement, j'en suis ému. La guerre entre les deux présidents embrouille et pourrit le peuple. Ils n'ont qu'à laisser les égos à part et parler Bénin. L'unité, qui se mettent ensemble. Une brève à présent sur le processus électoral en cours au Bénin hier mardi 4 novembre. C'était au tour des partis
Moelle Bénin Foscori pour un Bénin émergent. Les démocrates aussi de recevoir leur récépissé provisoire. Un léger décalage dans le calendrier, mais pas de quoi ralentir la cadence électorale pour ces formations. La remise du récépissé marque une étape cruciale, celle où se précise la perspective de la compétition électorale. En attendant, confirmation via la validation définitive des listes. Place à présent au dossier du jour de ce journal. Si la rivalité stimule parfois la créativité, elle peut aussi contrarier l'innovation. Comment? Eh bien, le sujet qui va suivre nous en offre une illustration dans la filière mangue, secteur prometteur mais hautement concurrentiel. Élisée Degbeyon, Mathieu Soukenou et Ariane Da Silva nous expliquent comment les entrepreneurs béninois essayent de trouver leur équilibre. Regardons. Avant toute chose, il faut se laver les mains. 6 ans déjà que Miranda de Souza, entrepreneur, se consacre au secteur cosmétique. Elle s'est lancé le défi de valoriser le savon noir d'Afrique en y apportant une touche locale. Et c'est ici, dans son laboratoire, que tout commence. La recette est ancestrale et tout ce que nous apportons, nous y ajoutons des produits nobles comme le beurre de karité, le gel d'aloe vera. Et notre petit plus à nous, ce sont les huiles essentielles. Très vite, elle prend conscience d'une réalité préoccupante dans le domaine de l'entrepreneuriat, la concurrence. Donc, la toute première foire à laquelle j'ai participé, j'ai découvert des consoeurs qui faisaient le savon noir, notre Adi Koto, et qui le transformaient également sous forme de gel douche, auquel elles aussi ajoutent d'autres ingrédients naturels. Comme elle, de nombreux autres entrepreneurs font la même expérience. Sur le marché des huiles essentielles, Alida Rondino a également été confrontée à cette évidence. Ça m'est arrivé, et plus encore, quand la personne qui devient votre concurrent, vous vous rendez compte que c'était une amie très proche, avec qui vous avez longtemps discuté de votre business, discuter avec elle parce que pour vous, vous avez confiance et parce que vous vous dites que c'est votre amie, que vous pouvez peut-être prendre parfois des conseils chez elle. Donc, s'ouvrir à la personne et de voir qu'après, la personne se positionne sur les mêmes produits, le même marché, la même stratégie que vous. Au début, ça faisait mal. La première étape, c'était des questionnements. La deuxième étape, c'était de la colère. Mais la troisième étape, c'était devenu du silence et une manière de dire « je me détache de cette situation ». J'avance. Ce témoignage illustre bien la rivalité qui existe sur le marché entrepreneurial. La concurrence n'est pas du tout mal. Et nous pouvons distinguer deux types de concurrence. Il y a la concurrence positive et la concurrence négative, entre griffes. La concurrence négative, c'est purement de la jalousie. Je ne veux pas que l'autre aille plus en avant que moi, alors qu'on pouvait plutôt aller sur la concurrence positive qui parle vraiment de compétition, de compétition, de course par rapport à l'innovation. Et là, vous êtes vraiment dans le développement vraiment de votre entreprise et vous avez vraiment une vision. Moi, je suis dans ce mindset où nous devons travailler ensemble pour être beaucoup plus forts sur le plan international. Parce que la vraie concurrence, elle vient d'ailleurs. Ce sont les produits importés. On nous fait croire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien pour nous. Et je pense que la solution aujourd'hui pour faire des entreprises fortes, c'est de pouvoir se mettre ensemble. La concurrence apparaît donc comme une pratique économique saine, un moteur de progrès et un facteur d'équilibre pour le marché, à condition qu'elle reste positive. Chaque année au Bénin, des jeunes apprentis passent l'examen du certificat de qualification au métier, le CQM. Et depuis 2023, des dessinateurs participent à cette aventure qui conduit au sésame, ces parchemins qui ouvrent des parcours professionnels plus sûrs. À Parakou, la session de ce mois a enregistré 17 dessinateurs. Ronald Robinson et Alexis Assoba nous conduisent vers eux.
Dans cette salle, les crayons s'affûtent, les regards sont concentrés. Les candidats au certificat de qualification au métier, section dessinateur, s'apprêtent à prouver que la créativité peut aussi être une rigueur. Derrière cette organisation, des artistes confirmés, engagés à valoriser le dessin comme un vrai métier et non un simple talent. C'est les dessinateurs qui sont censés être de mes patrons. Donc ce sont ces candidats qui se regroupent pour pouvoir composer les épreuves pratiques du dessin. Ils ont demandé le portrait d'un vieil homme qui doit réaliser. Ça fait 4 heures de temps. Sans un diplôme aujourd'hui, tu ne peux pas travailler. Parce qu'il faut être d'abord certifié avant de commencer par travailler pour que les clients puissent te faire confiance. À travers une seule épreuve pratique, tout leur savoir-faire est mis à l'épreuve. La pratique est un peu difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui est portraitiste. Donc ils vont faire tout possible pour rattraper ça dans l'oral. Ce que l'État reconnaît, il faut que l'apprenant ait au moins 14 ans. La formation dure 3 ans chez les patrons au niveau des ateliers. À l'issue des 3 ans, si l'apprenant est apte, il peut déjà passer les examens. Lorsque le client vient chez toi pour demander un tableau, les affiches, les plaques, au niveau de la calligraphie, il faut qu'ils arrivent à satisfaire le besoin du client. Cette année, un regard extérieur vient enrichir l'expérience. Erdmund Albert, professeur à l'université Bayreuth en Allemagne, suit de près ses examens dans le cadre d'un projet de recherche en Afrique de l'Ouest. Et dans notre projet, nous faisons une comparaison avec des autres pays voisins ici en Afrique de l'Ouest et on constate que le Bénin est plus avancé. L'organisation est excellente. Au-delà du dessin, c'est l'avenir qui se trace ligne après ligne. On revient des planches de ces dessinateurs pour marquer une halte sur le projet de stabilisation économique et de cohésion sociale lancé en juin 2024. Ce projet, dénommé PC Calafia, est l'un des programmes phares de la CEDEAO établi pour armer des jeunes vulnérables contre l'extrémisme violent. A-t-il marché, ce programme ? Eh bien, les différents acteurs impliqués se sont retrouvés dans les contreforts des collines à Dassazoumen pour en évaluer l'efficacité et envisager de le pérenniser. Pierrette Adam et aussi Cadnel Capo. C'est ce qu'on appelle l'affichage définitif. Sont conviés à cet atelier de dissémination et de partage des résultats du PC Calafia des ONG, des membres de la société civile, des partenaires, des élus locaux et des bénéficiaires venus de la Takora, des collines et de la Donga. Ces acteurs clés vont faire le point des 18 mois d'activité menée. En 18 mois, il serait difficile de parler d'impact. Après 15 mois à 16 mois d'activité, il y a eu 3773 jeunes qui ont été formés sur 3750 qui étaient prévus. Il y a 409 meilleurs jeunes qui ont reçu des kits d'installation. Il y a aussi 140 micro-entrepreneurs, c'est des jeunes qui étaient déjà installés, mais qui avaient besoin d'un accompagnement entrepreneurial. Ils en ont reçu. Ces jeunes ont reçu des kits de développement d'une micro-entreprise et des fonds de roulement. En termes d'élevage, les pratiques d'élevage ont changé aujourd'hui. Les bénéficiaires maîtrisent la santé de leurs différents animaux. Alors, il faut retenir que l'UFEC, dans son intervention, a formé des jeunes entrepreneurs sur le management entrepreneurial, a aussi formé ces jeunes sur la gestion de leur entreprise, sur les techniques, les itinéraires techniques. Et après ça, on a mis en place des coachs dans chaque commune qui accompagnent ces jeunes entrepreneurs par rapport à tout ce qu'ils ont appris lors de nos formations. Ces résultats obtenus grâce au Fonds régional de stabilisation et le développement de la CEDEAO confortent les bénéficiaires des 3 départements cibles, à savoir la Takora Donga et les collines. Je tiens à remercier sincèrement le projet. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires a augmenté. Je suis déjà à près de 250% après leur formation et leur appui. Nous, de notre position, et vous, dans la vôtre, nous devons rester ensemble, travailler pour que l'objectif au final assigné à ce projet soit atteint. Les travaux vont s'achever sur les recommandations des participants allant dans le sens de la pérennisation du PC Calafia mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec Vétérinaires sans frontières Belgique.
À un mois de leur coup d'envoi, les Jeux universitaires du Bénin s'annoncent haut en couleur. Le tirage au sort des différentes disciplines a révélé des affiches prometteuses, notamment une brochette des meilleures équipes universitaires du pays cette année. C'est la ville de Savalou qui va abriter la grande fête du sport universitaire. Rendez-vous du 6 au 13 décembre prochain. Bernard Djobé, Blaise Adampo. De belles affiches en perspective pour l'édition 2025 des Jeux universitaires. À Savalou, du 6 au 13 décembre prochain, le sport universitaire prendra toute la lumière. Sur les aires de jeu, la crème des universités publiques et privées du Bénin va défendre ses couleurs dans une ambiance de fête et de compétition. Les équipes qui seront présentes là-bas d'être caractérisées par le fair play et de jouer effectivement sans tricherie. C'est extrêmement important. De jouer sans tricherie, ce serait un facteur déterminant pour la réussite de ces jeux. En plus, je dirais aux populations de Savalou de bien faire le déplacement, pouvoir découvrir qu'au-delà du sport, il y a d'autres activités. Au volleyball féminin, le duel FLAC UAC Flash UP va ouvrir le bal. Chez les hommes, le groupe C annonce les couleurs avec Flash UP, Fast UAC et INJEPS Porto Novo. Des retrouvailles qui promettent des sets bouillants. Au handball, l'intensité sera aussi au rendez-vous. Les chocs ESAE, les Koussonou Parakou et en 7 Lokosa INJEPS Porto Novo vont animer le tableau féminin, tandis que chez les messieurs, Flash UP va affronter INJEPS Porto Novo dans un duel explosif. Au football féminin, le tirage a aussi réservé ses surprises. Flash UP, FLAC UAC ou encore en 7 Abomey, INJEPS Porto Novo. Et sur les paquets, HECM Cotonou sera l'une des équipes à suivre de très près au basketball. Le challenge est de taille. Je pense qu'on a quand même ce qu'il faut pour relever le niveau. Nous sommes très heureux d'être qualifiés pour cette phase nationale et nous allons remporter la coupe en fin de jeu. L'objectif de la FLAC, c'est de remporter les équipes qui ont pu avoir la chance de participer. Il faut qu'on remporte. Les dés sont jetés. Les équipes sont désormais fixées sur les adversaires. Le compte à rebours est lancé pour une semaine de compétition, d'émotion et de convivialité au stade Omnisport de Savalou, devenu le cœur battant du sport universitaire béninois. Ça ne leur arrive pas souvent dans ce temps d'isolement que leur inflige la vie, hélas, pour les pépés et les mémés. Mais oui, ils ont aussi droit à des moments de légèreté et d'insouciance. Mais certains ne s'en privent pas autant que possible, tels ceux et celles qu'on verra à la deuxième édition de la fête des retraités du ministère de l'Économie et des Finances à Cotonou. Moment de retrouvailles et de convivialité pour eux. Ghislaine Adimi Bamidele, Rodrigue Blondoumain nous emmène vers eux. Instant de retrouvailles et de partage dans une ambiance festive et conviviale. Un hommage mérité pour ces hommes et femmes retraités du ministère de l'Économie et des Finances. Ils sont ici honorés pour avoir servi leur patrie. Cette journée est donc l'occasion pour rendre hommage à votre sagesse, à vos expériences, à votre ténacité et à votre esprit de sacrifice sans lesquels aucune relève n'aurait été assurée. Le gouvernement du président Talon, dont le ministre d'État fait partie, travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, y compris les personnes du troisième âge que vous êtes. Et il est déterminé à poursuivre les efforts à travers les réformes engagées pour vous offrir une jouissance apaisée de votre retraite. Cette reconnaissance se veut légitime à double titre. L'organisation est top. Il n'y a pas de problème parce que c'est des routiniers. Ils sont habitués. Nous n'avions pas les moyens. Mais nous essayons toujours, avec le peu que nous recevons, de faire perpétuer cette ambiance que nous avions connue au moment où nous travaillions. Nous allons lui demander de nous renouveler ça. Tant que Dieu nous donne vie, nous, on y participera. Ceux qui vont venir après nous aussi vont en bénéficier. La fête des retraités du ministère de l'Économie et des Finances est à sa deuxième édition.
Hors du Bénin en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection du président Alassane Ouattara du côté de l'Union européenne. Il est arraché un compromis sur la réduction du gaz à effet de serre d'ici 2035, pendant qu'aux États-Unis, la mairie de New York a changé de main. Le nouveau maire, c'est le démocrate Zoran Mamdani, musulman de confession, bien sûr. Ulvaïs Balogun nous fait faire le tour. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat à la présidence de la République. Le président sortant a remporté le scrutin au premier tour avec un score de 89,77%. Juste avant la COP30 au Brésil, l'Union européenne a arraché ce mercredi un compromis sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en 2035 et 2040. Sur le papier, l'Union européenne affiche toujours l'ambition de réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990. Mais les Européens auront la possibilité d'acquérir jusqu'à 10% de crédits carbone internationaux pour atteindre cet objectif. Une souplesse destinée à rallier certains pays encore réticents comme l'Italie. Ils ont aussi soutenu le report d'un an de 2027 à 2028 de l'extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments. Aux États-Unis, le candidat démocrate Zoran Mamdani est élu maire de New York avec plus de 50% des voix. Âgé de 34 ans, il devient le premier maire musulman de l'histoire des États-Unis. Cette élection du candidat démocrate à la tête de la capitale financière de la planète consacre surtout une ligne politique, à savoir la réduction du coût de la vie, la taxation des plus riches et une opposition totale à Donald Trump. Le futur maire prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 pour un mandat de 4 ans. Le prix Médicis 2025 est décerné à Emmanuel Carrère pour son roman Kolkhoz, une vaste fresque familiale de 560 pages. L'écrivain y raconte 4 générations d'une même famille, celle de sa mère Hélène, qui a connu un destin hors du commun. Le prix Médicis, c'est le premier prix littéraire qui avait compté ou eu un sens pour moi. Le prix Médicis est un prix littéraire français qui couronne un roman, un récit, un recueil de nouvelles dont l'auteur débute ou n'a pas encore une notoriété correspondant à son talent. Un écrivain contemporain majeur déjà pour moi. Bravo pour cet écrivain. Moi, je vous invite à accorder du prix à la vie. Juste après ce journal, vous l'avez compris, c'est la fin en décembre. Mais juste après, en nouvelle diffusion, le compte-rendu du Conseil des ministres à 21h. Un entretien au cœur duquel se trouve le porte-parole du gouvernement face à l'actualité. À 22h, en nouvelle diffusion, les temps forts du championnat du monde d'athlétisme Tokyo 2025 à 23h30. Le dernier rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV. Prenez du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.